Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce sujet de débat. Tout ce qui est rationnel peut-il constituer une bonne décision? A priori, c'est une question qui a pu vous surprendre. Ça fait un peu question de cours, ça fait un peu dissertation. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être ennuyeux du tout. On ne va pas faire thèse, antithèse, synthèse. D'ailleurs, il sera beaucoup question au cours de cette discussion d'actualité. Donc, il sera question peut-être d'Elon Musk, de la Chine, des gilets jaunes, d'intelligence artificielle et de bien d'autres choses encore. Je vais vous présenter nos deux intervenants. Donc, Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, chroniqueur, essayiste. J'en profite pour vous suggérer la lecture du dernier ouvrage de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, qui est disponible à l'espace librairie. Pierre-André Chalandard, vous êtes le président de Saint-Gobain, du conseil d'administration de Saint-Gobain. Vous êtes également le président de l'Institut de l'entreprise, qui a pour ambition de valoriser le rôle et la place de l'entreprise dans la société. Et vous présidez l'ESSEC, donc la fameuse grande école de commerce. Alors, vos parcours à tous les deux donnent l'impression, à premier abord, d'être dans le camp du rationalisme absolu. Et nous verrons au cours de cette discussion que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça, et donc beaucoup plus intéressantes aussi. Alors, comme je vous disais, je vais commencer par cette question de cours, mais qu'on ne va pas épuiser en une question, je vous rassure. Tout ce qui est rationnel peut-il constituer une bonne décision? Alors, je vais commencer par vous, Laurent Alexandre. Quelle est votre première impression quand vous lisez un intitulé tel que celui-ci? Le problème, c'est la définition de la rationalité. Les Allemands ont l'impression d'être rationnels en fermant les centrales nucléaires et en les remplaçant par des centrales au charbon qui multiplient par 400 les émissions de CO2 et qui font de l'Allemagne le mauvais élève absolu de l'Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution, alors que l'Allemagne est gouvernée par les socialistes et par les écologistes, et que le patron le chef des écologistes allemands est ministre de l'économie. Ils sont persuadés d'être rationnels en bousillant la planète au nom des bons sentiments écologiques. Ils ont l'impression d'être rationnels, ils sont totalement irrationnels. Donc, je crois que la principale difficulté qu'on a par rapport à la rationalité, c'est de définir ce qu'est la rationalité. Et vous savez bien qu'on ne la partage pas. Vous savez bien que la rationalité varie beaucoup dans le temps. Vous voyez, je suis chirurgien. Je ne considère pas très rationnel les lobotomies qu'on faisait par milliers dans les années 50 et 60. On a même en Amérique du Nord fait des lobotomies qui consistent à couper le cerveau en deux à des adolescents parce qu'ils se masturbaient trop aux yeux de la morale catholique de l'époque. À l'époque, on trouvait ça très rationnel. La masturbation est un péché mortel au sens où l'Église l'entendait à l'époque. Et donc couper le cerveau en deux pour limiter la masturbation semblait rationnel, juste. Les médecins acceptaient, le curé trouvait que c'était très bien. Et c'est profondément irrationnel avec ma morale d'aujourd'hui, mon éthique d'aujourd'hui et ma vision de médecin d'aujourd'hui. Donc vous voyez là, le problème de la rationalité, c'est comme la morale. Nous changeons assez vite de rationalité comme nous changeons assez vite de morale. Et on pourrait multiplier les exemples. Quand l'accouchement sans douleur est arrivé dans les années 60, le pape a failli excommunier les médecins qui pratiquaient l'accouchement sans douleur parce qu'ils s'opposaient à la Bible « tu enfanteras dans la douleur ». Aujourd'hui, ni le pape, ni les évêques, ni l'Église n'oseraient contester l'accouchement sans douleur et la péridurale. Et puis, je suis père de famille nombreuse. Si on avait voulu interdire la péridurale à ma femme, je me serais vraiment fâché très fort. Mais pour le pape, il était logique d'interdire l'accouchement sans douleur parce qu'on s'opposait aux Saintes Écritures. Donc vous voyez, la rationalité bouge beaucoup, elle dépend de nos valeurs, elle dépend de l'époque, elle dépend de notre religion, elle dépend de notre vision du monde. Donc le combat pour la rationalité, il n'est pas facile. En tant que libéral, en tant que scientifique, en tant que citoyen qui se veut humaniste, je pense qu'il faut il faut mener ce combat pour la rationalité, mais avec lucidité, en comprenant que notre rationalité, elle n'est pas absolue, elle n'est pas permanente. Ça ne veut pas dire qu'il faut abdiquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter pour défendre la rationalité.
J'ai beaucoup combattu Raoult pendant la crise du Covid, parce que nous devons défendre la raison et qu'il fallait dire qu'il avait bidouillé les études sur la chloroquine et que la chloroquine n'avait aucune efficacité dans le Covid. Parce qu'on ne peut pas, même si notre rationalité bouge dans le temps, on ne peut pas accepter que par nihilisme ou par égotisme, des gens soient totalement irrationnels cette fois-ci et fassent exprès d'être rationnels. Donc vous voyez, j'ai par rapport à la rationalité et à la décision, à la fois une grande humilité. Notre rationalité, notre vision du réel fluctue dans le temps. Et en même temps, je suis dans une position de combat. Les gens qui détruisent la rationalité par pur plaisir sadique, il faut les combattre. Il faut essayer de trouver des espaces de rationalité et de raison, même si ça n'est pas facile. Et je le répète, j'ai été totalement scandalisé par la façon dont s'est comporté Raoult. Alors aujourd'hui, c'est évident, il n'y a plus personne au monde qui pense que la chloroquine est efficace dans le Covid. Mais Raoult a convaincu des tas de gens, peut-être même dans cette salle, en toute bonne foi, qui ont cru qu'il disait la vérité alors qu'il avait truqué les études. Et ça, franchement, c'est quelque chose de choquant. Donc, humilité face à notre rationalité fluctuante, mais en même temps, il faut défendre la raison, il faut défendre la science. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la destruction de la rationalité par des gens cyniques. Pierre-André Tchalandard. Oui, alors moi je vais dire des choses assez proches, mais avec un angle de départ qui est assez différent. C'est que moi je suis un industriel, et donc quand même dans l'industrie, dans l'entreprise, on se veut rationnel. Saint-Gobain, c'est une boîte d'ingénieurs. Mon prédécesseur était ingénieur, mon successeur est ingénieur. J'étais un peu une exception là-dedans, mais j'ai toujours d'ailleurs été content de m'entourer d'ingénieurs parce que leur rationalité me rassurait. Je dis ça souvent, je le redis aujourd'hui, c'est là le sujet de la table ronde, mais je trouve que c'est très... Et donc on aime, quand on a à prendre des décisions, on a besoin, et on est très, très équipé pour ça, pour mettre le maximum de choses en équation, essayer de modéliser tout. On essaye d'ailleurs de modéliser le temps, puisque Laurent Alexandre disait que ça variait selon le temps. Donc on essaye de modéliser le temps, on met un taux d'actualisation. Donc normalement, toutes les décisions qu'on prend, elles sont d'investissement, de gestion, d'orientation, elles sont prises de façon rationnelle. Alors après, quand je regarde les grandes décisions que j'ai prises comme dirigeant de Saint-Gobain, eh ben, je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai pris en suivant ça. Par exemple. Et donc j'ai beaucoup plus eu affaire à mon instinct qu'à ce que disait la rationalité. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a d'abord des exemples sur Saint-Gobain. Il y a pendant des années la rationalité en termes de marché, en termes d'opportunités, alors il y en a qui disent encore que c'est le cas, c'était pour une entreprise européenne, c'était d'aller investir massivement en Chine et d'avoir une part très importante parce que c'était rationnel. C'est là que la croissance potentielle, c'est là que les espérances de gain étaient les plus importantes. Moi, j'ai toujours été assez réticent et j'ai plutôt capé les investissements en Chine parce que je prenais en compte des éléments intuitifs, qui était peut-être une autre rationalité, je ne sais pas, mais que les éléments politiques pourraient jouer un jour un rôle. Bon, je me suis fait engueuler par les marchés financiers, qui regardent essentiellement, d'ailleurs c'est un autre exemple de rationalité, de conflit dans le temps, qui regardent essentiellement les résultats qu'on a, les résultats trimestriels. Aujourd'hui, je suis assez content que Saint-Gobain soit exposé en Chine, mais pas trop. Ça veut dire que comme je pense que s'il y a des conflits forts entre les Chinois et les Américains, à partir du moment où une entreprise européenne est investie significativement aux États-Unis, elle sera obligée d'être américaine. Il y a eu beaucoup d'exemples qui l'ont montré dans le passé. Je ne suis pas complètement mécontent de ça. Voilà. Mais ce n'était pas la rationalité il y a 15 ans. Je prends un exemple plus large que Saint-Gobain. Il y a 15 ans, la rationalité, c'était d'être d'accord avec Serge Turuc qui disait l'avenir, c'est l'industrie sans usine. Et c'était très difficile de justifier
économiquement de garder des usines en Europe. Aujourd'hui, parce que je m'occupe aussi d'un think tank avec Louis Gallois, et quand on écrit qu'il faut soutenir les territoires qui cherchent à réindustrialiser, on n'est pas considéré comme totalement irrationnel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'autres éléments qu'on n'avait pas à prendre. Donc en fait, je pense que la rationalité aussi, ça dépend. Et moi, j'ai beaucoup eu à prendre des décisions en essayant de faire avec l'instinct, avec l'intuition. Alors, mon prédécesseur, d'ailleurs, disait, et je pourrais dire la même chose maintenant, que les grands mouvements stratégiques que font la majorité des entreprises, en fait, la stratégie, c'est la rationalisation a posteriori d'une opportunité. Parce que c'est quand même comme ça que ça se passe. Surtout dans les opérations de mouvement de portefeuille, quand on est dans un grand groupe. C'est vraiment ça. Donc on raconte après, mais en fait, on prend des décisions quand elles se présentent et on n'a pas tous les éléments. Et donc en fait, pourquoi aussi il ne faut pas être trop rationnel, c'est que le grand danger que j'ai vu en tant que chef d'entreprise, et je pense pour les gens qui ont à prendre des décisions, c'est que si on veut être trop rationnel, il y a tellement d'éléments de rationalité qu'on ajoute que finalement, on ne prend pas de décision. Et dans un monde d'incertitude, et le monde est de plus en plus incertain, il est de plus en plus... Eh bien, il faut de la rationalité, mais on n'est pas sûr que, in fine, on ne prend pas la décision avec ça parce qu'on n'en a pas assez. Et sinon, on est dans la paralysie. Les Anglais disent analysis paralysis. C'est la différence entre celui qui donne des conseils et celui qui prend la décision. Celui qui prend la décision, il n'a pas tous les paramètres, et donc il faudra bien qu'il prenne des décisions. Sinon, le pire, c'est de ne pas prendre de décision. Voilà, donc moi, je trouve que la rationalité, il en faut le maximum, mais on ne l'a pas, et in fine, l'instinct et l'intuition, c'est très important. Alors, je vais vous donner un dernier exemple que je trouve intéressant, c'est qu'il faut quand même essayer de rajouter de la rationalité. Alors, je vais prendre l'exemple je rebondis sur ce que disait Laurent sur le changement climatique. Je partage complètement ce qu'il a dit sur l'Allemagne. Et moi, j'ai cru assez tôt à ces sujets-là, et que c'était à la fois j'ai orienté Saint-Gobain pendant 10 ans pour qu'il bénéficie de ce mouvement en l'orientant sur la rénovation énergétique. Mais ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était pas complètement évident. C'était pas rationnel. Non, je l'ai fait un peu tôt. C'était pas complètement rationnel. Et en même temps, Saint-Gobain, qui est à la fois un élément important de la solution avec ses produits, mais c'est aussi un problème, puisqu'on ne fera jamais des produits de Saint-Gobain sans consommer énormément d'énergie. Et j'avais un problème, c'est que rationnellement, je le disais, donc il faut limiter nos propres émissions. Donc il faut changer de procédé industriel. Et rationnellement, c'était pas... voilà. Donc tous les managers de Saint-Gobain disaient, oui, mais vous voulez qu'on gagne de l'argent, mais et vous voulez qu'on prenne des décisions qui ne sont pas rentables. Et donc on a introduit, c'est un exemple d'élément pour essayer de donner de la rationalité quelquefois, parce qu'on en a besoin d'essayer de réduire cette incertitude, même si in fine on est dans l'incertain, il faut prendre des décisions quand même. On a introduit ce qu'on appelle un prix interne du carbone. C'est qu'on a dit qu'un jour ça allait arriver, donc on essaie d'avoir une rationalité en avance, il n'était pas... et donc on dit, vous prendrez vos décisions comme si. Et à ce moment-là, ça leur permettait à eux, dans leurs univers, tous les managers de Saint-Gobain, dans leur univers à eux, de pouvoir réconcilier la bonne décision à prendre en m'écoutant, en leur disant qu'il fallait prendre, et le fait que quand même on leur demandait de regarder aussi leur compte d'exploitation. Donc on a rajouté c'est un taux d'actualisation supplémentaire. Donc en gros, pour terminer, je dirais que pour un industriel, il faut essayer d'avoir le plus possible d'éléments de rationalité, mais in fine, c'est pas comme ça qu'on prend les grandes décisions. Merci. Et on prend les grandes décisions en faisant passer ses valeurs, ses convictions, ses intuitions. Oui, moi je crois beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Alors on peut se tromper, mais je ne sais pas quand je regarde 10-15 ans après si on se trompe plus avec l'instinct ou avec la rationalité du moment, pour reprendre l'expression de Laurent. Alors moi, en tant que docteur, l'intuition et les tripes, j'aime pas beaucoup. J'ai 2 exemples en tête.
le premier médicament contre le sida, le HP23 de l'Institut Pasteur, qui était soi-disant tellement prometteur que Rock Hudson a loué, les entourages de Rock Hudson a loué un Boeing 747 pour qu'il puisse en France avoir un traitement au HP23. Et tous les infectiologues disaient ça marche super, ça marche super, ça marche super, c'est pas la peine de faire une évaluation versus placebo. Ils proposaient déjà de faire du Raoult. Et le ministère a tenu et a exigé qu'on fasse une étude versus placebo, rationnelle. Le médicament accélérait la mort des malades, alors que l'intuition des médecins était juste le contraire. Deuxième exemple, l'infarctus du myocarde. Vous savez que la plupart d'entre nous vont mourir d'un problème cardiaque. Oui. Et 100% d'entre nous vont mourir avec un arrêt cardiaque, parce que c'est encore la définition principale de la mort. Donc c'est un sujet qui nous touche un peu dans la salle, surtout quand on a mon âge. L'infarctus est une maladie très fréquente et la première façon de mourir d'un infarctus, c'est par un trouble du rythme cardiaque. Flotteur, fibrillation, torsade de pointe, etc. Et on a des médicaments contre les troubles du rythme. Et donc on s'est dit, écoutez, il est logique, quand on fait un infarctus, de donner aux malades des troubles du rythme, puisque la plupart des malades qui font un infarctus, ils meurent des troubles du rythme. Et on a donné à tous les malades du monde qui avaient un infarctus des antiarythmiques, qui sont très efficaces pour diminuer les troubles du rythme. Pour des raisons pharmacologiques que je vous éviterai, c'était une catastrophe. Un jour, il y a une petite équipe de jeunes cardiologues qui a dit « c'est pas possible, on ne peut pas continuer à donner des antiarythmiques dans les infarctus sans faire un essai randomisé versus placebo. C'est juste pas possible ». Ils ont fini par convaincre les principaux leaders d'opinion cardiologique en Amérique du Nord et un essai clinique versus placebo a été fait. Un placebo étant un médicament inefficace qu'on donne pour faire la comparaison. Et donc on a pris quelques milliers de malades, on les a tirés au sort sans que le médecin sache qui avait quoi. À la moitié, on a donné un antiarythmique pendant qu'il faisait un infarctus et à la moitié, on a donné un comprimé de sucre ou de farine qui est le placebo. Il a fallu arrêter l'essai clinique avant la fin de l'essai clinique. Les antiarythmiques multipliaient la mortalité par 2,5. Et pourtant, les tripes des médecins étaient que ça marchait. L'intuition des médecins était que ça marchait super bien. L'intuition en médecine, elle tue. En médecine, suivre son intuition, c'est criminel. Toute l'histoire de la médecine le montre. Il ne faut croire qu'aux statistiques et aux essais cliniques, avec des méthodes statistiques irréprochables, sinon on tue des malades. Rien qu'aux États-Unis, de mettre des antiarythmiques, et ça n'a pas duré très longtemps, de mettre des antiarythmiques chez les gens qui faisaient des infarctus, ça a tué 60 000 Américains. C'est plus que la guerre au Vietnam. Le fait d'avoir donné des antiarythmiques sans faire un essai clinique rigoureux, c'est-à-dire de faire du Raoult, ça a tué 60 000 Américains. Donc, en tout cas, peut-être qu'en business on peut, mais en médecine, ne vous fiez qu'à des docteurs qui se fient aux statistiques, aux chiffres, aux méthodologies irréprochables, et pas à leur ego, à leur hubris, à leur autosuffisance, à leur conviction, à leur tripe. Mes convictions, mes intuitions, je m'assieds dessus et je leur crache à la gueule. Pour votre bien. Parce que l'intuition en médecine a toujours tué des patients. Il faut de la rigueur statistique. Pour vous donner un médicament, moi j'exige qu'on ait essayé ce médicament versus placebo dans une étude clinique absolument irréprochable et que les statistiques ont montré que c'était mieux. Parce que je ne veux pas faire toute ma carrière ce qu'on a fait avec le sida, ce qu'on a fait avec les infarctus, c'est-à-dire des catastrophes. Donc vous voyez, moi j'ai un rapport en médecine à la rationalité, même si je vous ai dit, je pense que la rationalité change dans le temps, notamment pour des raisons politiques et sociologiques et culturelles. J'ai un rapport à la rationalité qui est très hard.
j'exige la rationalité statistique pour donner un traitement, et je vous promets que jamais, jamais, jamais je ne me fie à mon intuition en médecine. Jamais. Parce que je sais que ça casserait du malade et que ce serait mauvais pour vous. Et que seule la rationalité statistique est possible, est acceptable quand on risque la vie des gens comme le fait tous les jours un médecin. Oui, moi, je n'ai pas de problème du tout avec ça. Hein. Je dis simplement que ça veut dire que la médecine, c'est plus proche de... Je te déconseille d'aller te faire soigner par un médecin qui se fie à ses tripes. Oui, mais je n'ai pas du tout l'intention de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça veut dire que la médecine est plus proche de la science et que le degré de rationalité qu'on a est beaucoup plus important que celui qu'on peut avoir dans l'industrie. C'est plus formalisable qu'en stratégie. Mais en stratégie, en réalité, on formalise tout ce qu'on peut. Non, mais il y a de la rationalité cachée. Bien sûr. Ce que tu appelles l'intuition managériale, en réalité, c'est de la rationalité cachée. Ça n'est pas vraiment de l'intuition. Oui, mais c'est pas de la rationalité qui est en équation. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est que j'essaye, j'ai dit tout à l'heure, j'essaye d'avoir le maximum de modélisation d'une décision. Mais in fine, je pense que la quantité de modélisation par rapport à la décision à prendre n'est pas du tout aussi suffisante, alors que dans le cas, effectivement, je comprends très bien que dans le cas de la médecine, le risque en plus de ne pas suivre, on ne peut pas le prendre. Voilà. Alors que là, je suis dans un environnement qui est probablement plus incertain, et sur lesquels, in fine, je pense que l'impact d'une décision qui serait trop rationnelle ou à partir des données qu'on a n'est pas forcément, quand je regarde l'histoire, meilleure qu'une décision qui fait appel un peu à l'instinct. Alors l'instinct, c'est très dangereux, mais je pense qu'in fine, c'est quand même l'humain aussi. Oui, non, bien sûr. Mais l'humain... On n'est pas en désaccord. Hein. Non, bien sûr. Mais l'humain en médecine, donc, il est potentiellement dangereux. Et, si vous me permettez juste une dernière histoire anecdotique, j'aime beaucoup l'histoire de la médecine. Vous connaissez tous les cornflakes. L'inventeur des cornflakes était médecin. Il était convaincu que le cancer, les lithiases, les infarctus, la tuberculose, la migraine, la cécité étaient dues à l'excès de masturbation masculine et féminine. Et donc, il avait inventé une technique pour traiter ces maladies. Vous pouvez vérifier, hein. Allez sur Google, vous verrez. J'en ai fait d'ailleurs une série d'articles dans l'Express il n'y a pas très très longtemps. Et donc, il avait inventé une technique de circoncision ultra douloureuse, parce qu'il expliquait que pour que la circoncision sans anesthésie soit très douloureuse, eh bien, ça allait permettre de dégoûter les enfants de se masturber, et que donc ils n'auraient pas de cancer, ils n'auraient pas de tuberculose, ils ne feraient pas d'infarctus quand ils seraient adultes, toute maladie qu'ils considéraient comme étant liée à l'onanisme. Et donc, et chez la petite fille, il détruisait par la chaleur le clitoris pour les empêcher d'avoir recours à l'onanisme pour les mêmes raisons. Et donc, vous voyez, on était là, c'était une conviction par les tripes, c'était pas rationnel, il n'avait pas fait d'études. Et je peux vous dire que la circoncision douloureuse ne diminue pas le cancer, l'infarctus et la tuberculose. Mais il a quand même eu un impact très fort, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui encore, mais même si les Américains ont oublié la raison, si les jeunes Américains chrétiens, catholiques et protestants sont circoncis, c'est à cause de l'intuition de M. Kellogg's il y a 150 ans, parce que, vous le savez probablement, on a gardé cette habitude aux États-Unis qui est de faire la circoncision des garçons, pas seulement chez les musulmans et chez les juifs, mais aussi chez les catholiques et chez les protestants, à cause des travaux de Kellogg's. Donc vous voyez, je vais arrêter mes exemples là, mais vraiment, la rationalité, ne la perdez pas de vue, parce qu'en médecine, c'est quand même assez dangereux de s'éloigner de la rationalité, et les médecins peuvent déraper quand ils écoutent leurs intuitions et leurs tripes. Laurent Alexandre, si on élargit un peu la focale en dehors de la médecine, qui est un cas particulier, est-ce qu'il faut pour autant... C'est intéressant la médecine. Hein. Bon, est-ce qu'il faut pour autant cracher, comme vous dites, à la figure des émotions ? Nous sommes des êtres en partie constitués d'émotions. Elles ont été sélectionnées au cours de l'évolution parce qu'elles avaient une valeur adaptative. Bref, est-ce que ce n'est pas quand même mépriser peut-être notre nature humaine ? Est-ce que justement ces émotions-là sont toutes bonnes à jeter ? Non, on a tous des émotions.
Je ne défends pas des êtres désincarnés, sans émotion. Je dis que quand on prend des décisions importantes, c'est mieux de les prendre rationnellement qu'avec son intuition qui est souvent pas bonne. Hein. Mais la question, moi, que je me poserais par rapport à l'ère du temps, c'est comment allons-nous prendre des décisions à l'ère de l'intelligence artificielle? Mais peut-être que j'anticipe un peu trop, non? Je peux dire un mot? C'est plus fort que vous. Non, bien sûr, allez-y. C'est normal, j'écris des livres sur l'intelligence artificielle, c'est normal que j'en parle un peu, parce que c'est un sujet qui me passionne. Comment, au moment où l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser dans de très nombreux domaines, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse du droit, etc., comment allons-nous prendre la décision? Comment allons-nous faire équipe avec l'intelligence artificielle pour bien décider? Parce que jusqu'à présent, le problème qu'on a évoqué, c'était je décide avec mes tripes ou je décide avec des chiffres. Mais là, ça va être un peu plus compliqué que ça. C'est je décide tout seul ou je décide avec l'intelligence artificielle. Est-ce que je vais avoir le droit dans le futur de décider sans l'intelligence artificielle? Est-ce que quelqu'un ici monterait dans un avion où les pilotes auraient coupé l'ordinateur de bord? Ben, pas moi, hein. Parce que l'avion se cracherait. Donc, dans d'autres domaines, est-ce qu'on va accepter de prendre des risques pour ne pas écouter l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on va écouter l'intelligence artificielle dans tous les domaines où elle va nous dépasser? Et ça, c'est une question très intéressante. C'est un changement, finalement, dans la nature de la décision qui va apparaître à cause de cette évolution technologique foudroyante, notamment liée aux différentes versions de ChatGPT, avec des progrès énormes qui ont été faits entre GPT-3 et GPT-4, qui est la dernière version de ChatGPT. Donc vous voyez, le débat sur la rationalité, c'était déjà un débat compliqué, passionnel, avec des angles d'attaque différents, mais là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le débat va changer de nature. Le fondateur et président de la principale société qui fabrique les puces électroniques utilisées pour faire de l'intelligence artificielle, Nvidia, a déclaré il y a quelques semaines qu'en 2032, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente qu'elle l'est aujourd'hui. Vous voyez que ça va tanguer pour la rationalité, ça va tanguer pour la décision. Il y a probablement des domaines où la loi va interdire de ne pas demander l'avis de l'intelligence artificielle ou de ne pas suivre la rationalité de l'intelligence artificielle. Ce qui pose deux problèmes, notre place en tant qu'humains, et puis la régulation, le contrôle des gens qui éduquent les intelligences artificielles, puisque une intelligence artificielle n'est pas un programme informatique. Une intelligence artificielle s'éduque à partir d'énormément de données, comme on éduque un enfant. C'est ce qu'on appelle l'AI teaching. Et donc, le rapport qu'on a à l'intelligence artificielle n'est pas du tout le rapport qu'on a à un logiciel. L'intelligence artificielle n'est pas un logiciel. C'est de l'intelligence, en quantité quasi infinie et quasi gratuite. Donc, vous voyez, je pense qu'il va être important dans les années qui viennent de réfléchir à ces problèmes de décision, d'intuition et de rationalité à la lumière du tsunami d'intelligence gratuite qui va déferler sur nos sociétés dans les années qui viennent. Juste pour rebondir avant de passer la parole à Pierre-André Tchalandard, pour reprendre votre figure de l'avion, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle auraient envie de monter dans un avion sans pilote, c'est-à-dire piloté par une IA. C'est peut-être irrationnel. Mais alors moi, je préférerais qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion, parce que tous les accidents qu'il y a eu depuis 20 ans étaient des fautes de pilotes. Soit des suicides de pilotes pour des raisons mystiques, comme en mer Rouge, soit un suicide de pilote dépressif au-dessus des Alpes françaises avec Germanwings, soit une erreur de pilote qui s'était gouré pour l'Air France qui avait mal interprété les sons pitot au-dessus de l'Atlantique. Donc moi, je vous le dis clairement, moi je préférerais un avion totalement piloté par l'intelligence artificielle, parce que les rares cas où un avion se crache, c'est le pilote qui est responsable
le plus souvent. Donc moi, oui, je monte dans un avion sans pilote et je n'ai aucune hésitation et je considérerais que j'ai plus de chance s'il n'y a pas de pilote que s'il y a un pilote. J'espère qu'il n'y a personne du syndicat des pilotes ici parce qu'ils sont très chatouilleux sur ce plan-là, les pilotes, puisque Airbus est en train de sortir les premiers A350 qui peuvent se piloter avec 0 pilote. Alors, ils ne sont pas mis en ligne parce que les pilotes ont hurlé à la mort, mais Airbus vient de sortir les premiers prototypes d'avions sans pilote et moi, je vous promets que je monte dedans sans hésiter. Même un peu soulagé parce que les suicides de pilotes, il y en a eu quelques-uns ces dernières années. Et quand le pilote se suicide, le problème c'est qu'au lieu de se suicider en prenant trop d'antidépresseurs ou trop de barbiturique dans sa chambre d'hôtel, les pilotes ont la mauvaise habitude de se suicider en vol, ce qui n'est pas cool et ce qui me fait préférer l'intelligence artificielle aux pilotes, oui. Moi là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je ne monte pas dans un avion sans pilote. Et ça, c'est irrationnel. Et je pense qu'il y a eu autant je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai en tête plusieurs accidents qui sont arrivés parce que qui ne se sont pas produits parce que le pilote a repris les commandes parce que l'ordinateur de bord déconnait. Donc je crois pas, de la même manière que je ne crois pas complètement à la voiture autonome. Je ne suis pas du tout fanat de la voiture autonome. Je pense qu'on peut avoir des aides à la conduite, hein, mais personnellement, je suis pas. Donc je suis pas complètement d'accord. Et moi, je crois à l'intelligence émotionnelle. Alors c'est peut-être idiot. Hein, voilà, il va m'expliquer que c'est idiot. Mais je crois, et donc je pense que je ne suis pas convaincu que la rupture que provoque l'IA aujourd'hui, et je pense que dans ce domaine-là, l'humain restera au centre, et il faut tout faire pour que ce soit le cas. Voilà, donc je pense que l'IA, comme dans les choses, il peut y avoir des tas de choses bonnes, mais qu'in fine, je crois en l'humain et je pense que vous savez, le monde aujourd'hui, il est plus gouverné, et c'est pas forcément une bonne chose. Il est pas gouverné par l'IA. Hein. Moi, il y a un livre que je trouve très très bien de mon ami Dominique Moisy qui parle de la géopolitique des émotions. Quand on voit la géopolitique et aujourd'hui les décisions qui sont prises dans le monde au niveau politique, elles sont beaucoup plus prises en fonction des émotions. C'est pas forcément une bonne chose. Mais je crois que ça restera extrêmement important. Et pour moi, le progrès technique, c'est fondamental. Donc je n'ai pas de problème. Mais ça reste une aide à la décision. Et je ne vois pas cette rupture. Hein. Peut-être que je suis aveugle. Mais j'allais dire, pour l'instant, je suis assez content d'être aveugle. Et j'ai envie de le rester. Alors, je vais vous dire, pour trancher ce débat, ça ne peut pas se faire sur cette enceinte. C'est vous qui devez trancher ce débat, et pour le trancher, après avoir lu mon bouquin, accessoirement, pour le trancher, il faut que vous essayiez la dernière version de ChatGPT, GPT-4. Et quand vous aurez essayé GPT-4, vous verrez comment l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser. Et comment maintenir notre leadership face à l'intelligence artificielle ne va pas être fastoche, parce que l'intelligence artificielle galope, et notre cerveau ne galope pas. Donc ce débat, tranchez-le en essayant GPT-4 et vous allez voir. Et notamment la toute dernière version de GPT-4 qui est sortie hier, GPT-4V. Et vous allez voir, ce n'est pas un débat qui se tranche de point de vue théorique, c'est un débat qui se tranche par l'expérience, par l'essai, par l'utilisation. Courez ce soir, utilisez GPT-4 version V et vous allez voir que ça ne va pas être facile de maintenir notre leadership face à la machine. C'est la première chose qu'on m'avait dit quand je vous ai appelé. Vous m'avez dit, est-ce que vous avez essayé ChatGPT-4 ? Si vous aviez essayé, vous comprendriez qu'un tsunami technologique provoqué par l'IA va déferler et va désarrimer une partie de la population qui, et là on rejoint notre sujet, qui va devenir marginalisée, qui va perdre son travail et qui va sombrer dans l'irrationnel et dans la violence. C'est un peu, c'est ce scénario assez catastrophique que vous m'avez décrit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre très au sérieux la tornade d'intelligence artificielle qui est en train de déferler sur nos sociétés. Vous voyez, je suis médecin, j'ai passé ma vie à me former, j'ai beaucoup travaillé. Je connais à peu près 1/1000e du savoir médical. Pas 1%, pas 1/1000e, 1/1000e. La connaissance humaine a galopé, a explosé. Un cerveau humain ne peut pas traiter tout le savoir médical. Il a besoin des machines. Et les machines progressent très vite.
Dans 1000 à 2000 jours, l'intelligence artificielle aura dépassé les médecins dans une partie très importante de l'activité clinique, diagnostique et thérapeutique. Ça ne veut pas dire que le médecin va disparaître. Mon problème en tant que médecin, ce n'est pas d'être supérieur à l'IA, c'est que l'IA plus moi soit supérieur à l'IA sans moi. Et pour chacun d'entre vous, dans votre activité, actif ou retraité, votre problème, c'est de faire mieux avec l'IA que ce que fait l'IA sans vous. C'est pour ça que, quel que soit l'âge que l'on a, il est indispensable de rentrer dans ce TGV technologique, d'abord pour comprendre la société qui vient, pour ne pas être paumé, car les gens qui ne rentrent pas dans la fusée GPT-4 aujourd'hui, dans 5 ans, ils seront complètement perdus. Ils seront dans un brouillard complet. Ils ne comprendront pas le monde. Ils seront complètement paumés. Et parce que, pour agir politiquement dans la société civile et sociétalement, pour agir sur les politiques et les inciter à aller dans tel ou tel sens face à l'intelligence artificielle, il faut connaître l'outil. Et aussi parce que c'est fondamental pour nos gamins et nos petits-enfants de développer des formes d'éducation qui les rendent complémentaires de l'intelligence artificielle au lieu d'en faire des gens au rebut, incapables d'être complémentaires dans le futur de l'intelligence artificielle. Il y a donc une nécessité pour chacun d'entre nous d'appréhender l'outil pour ne pas être paumé dans le monde de demain. Dans nos entreprises, quand on travaille, pour ne pas que nos entreprises meurent, et puis dans l'école et dans l'éducation des jeunes générations, pour qu'elles soient adaptées et qu'elles soient compétitives face à cette révolution technologique. Donc, à tous les niveaux de la cellule familiale, de l'entreprise, de la politique, de la société, nous devons appréhender ces outils pour éviter d'être marginalisés, puis pour éviter que la France et l'Europe, si elles ratent ce train technologique incroyable, soient le Zimbabwe de 2080. Oui, si le Zimbabwe est pauvre, c'est parce qu'il a raté la révolution technologique de 1880. Oui, oui et oui. Et si la France est riche, et l'Angleterre est riche, et l'Allemagne est riche, c'est parce que ces pays sont rentrés dans la révolution de l'automobile, de l'avion, du cinéma, de la chimie fine et de l'électricité entre 1875 et 1914, la Première Guerre mondiale, évidemment. Donc, je pense qu'il est fondamental d'appréhender l'outil à tous les niveaux de la société. Et je suis très triste, les 6 derniers philosophes et intellectuels avec qui j'ai débattu de ChatGPT, à la télé et à la radio, ont tous fini par avouer qu'ils n'avaient jamais utilisé ChatGPT. Ce qui, franchement, est lamentable, parce que ne pas utiliser ChatGPT aujourd'hui, c'est la preuve, de mon point de vue, d'une très grande immaturité technologique et d'une grande irresponsabilité. Car tous les gens conscients doivent appréhender cet outil pour appréhender la révolution qui est devant nous et qui va changer notre monde et changer notre société. Pour répondre à la question que vous m'avez posée, oui, nous prenons un risque. Il est clair que ChatGPT va dépasser un pourcentage important de la population dans beaucoup des tâches intellectuelles. Et il ne faudrait pas que nous soyons dans une société à 2 vitesses avec des gens complètement paumés face à la révolution. C'est-à-dire à ce que Harari a décrit dans Homo Deus comme des dieux et des inutiles, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles qui sont largués dans ce nouveau monde et qui n'arrivent plus à travailler. Donc, pour éviter d'avoir une partie importante de la population qui soit marginalisée, malheureuse, ne comprenant pas la complexité du monde et donc devenant complotiste et triste, il est important que la prise de conscience soit très rapide. Ces outils progressent chaque jour. Il faut réformer l'école, la formation professionnelle des adultes. Il faut que nous formions nos gamins. Moi, j'exige de mes enfants qu'ils passent au minimum 5 heures par semaine sur ChatGPT pour parfaitement maîtriser l'outil. Et s'ils ne le faisaient pas, je serais très, très, très inquiet pour leur avenir, non pas face à GPT-4, mais face à GPT-5, GPT-6, GPT-7, GPT-8, car cette cavalcade technologique, elle ne va pas s'arrêter
demain matin, elle ne va cesser de s'accentuer. Donc nous avons une responsabilité politique, nous avons une responsabilité dans nos familles, nous avons aussi une responsabilité par rapport à nous-mêmes pour comprendre le monde qui vient, pour avoir une dignité maintenue. Nous ne devons pas passer à côté de la révolution technologique et nous devons tous faire l'effort pour monter dans la fusée de l'intelligence artificielle. Chacun d'entre vous doit s'y mettre. Et je vous promets, d'abord, ça vous permettra de comprendre l'évolution technologique qui vient, mais ce sera un sujet d'émerveillement de voir ce que le génie humain a créé, puisque l'intelligence artificielle va peut-être nous dépasser, mais en tout cas, c'est une création du génie humain. Les solutions, je mets le mot entre guillemets, solutions évoquées par Elon Musk, notamment avec ses implants neuronaux, pour rehausser le niveau Alors, Vous en pensez quoi? En réalité, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions sur étagère. Elon Musk, quand la version GPT-4 est sortie, et GPT-4 est vraiment bien meilleur que GPT-3, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, des voitures Tesla, a été très choqué. Il faut dire qu'entre GPT-3 et GPT-4, il y a eu un écart énorme. GPT-3 échouait à l'examen pour être qualifié en médecine aux États-Unis, en médecine générale. Échouait à l'examen pour être médecin spécialiste. Échouait à l'examen pour être avocat. GPT-4 sort les meilleures copies pour être médecin généraliste, les meilleures copies pour être médecin spécialiste, réussit ultra brillamment l'examen du board pour être neurochirurgien, par exemple, et pareil pour l'examen pour être avocat. En 115 jours. Et donc, le jour, le 15 mars dernier, où est sorti GPT-4, pas la version qui est sortie hier, la version GPT-4 tout court, alors que la version d'hier, c'est GPT-4V. Elon Musk a été très choqué. Et il a dit, l'IA galope trop vite. Notre cerveau ne va pas pouvoir courir aussi vite. La seule solution, c'est Neuralink. Alors, Neuralink, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société qu'a créée Elon Musk, destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et dans celui de nos enfants pour nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et vous voyez que ça pose quelques petits problèmes moraux, philosophiques, politiques, comme solution. Elon Musk a déclaré qu'il n'aura aucune hésitation à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de ses enfants pour les rendre compétitifs face aux futures versions de ChatGPT. Et d'ailleurs, ses enfants ont des prénoms qui correspondent assez bien, puisque son dernier enfant s'appelle XAE 1112 Sigma Beta. Donc c'est un nom d'un enfant prédestiné à avoir des microprocesseurs dans le cerveau. La deuxième solution qui a été proposée, c'est par Sam Altman. Sam Altman, c'est le fondateur d'OpenAI qui a créé ChatGPT. Et donc Sam Altman a dit la plupart des travailleurs ne vont pas pouvoir se former pour être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc nous allons créer un revenu universel très large. Et il a dit je vais monter une expérience de revenu universel en Californie de manière à ce que la grande partie des travailleurs qui ne vont pas se mettre à ChatGPT, à ses successeurs, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, etc., eh bien, puissent être protégés. Et donc, il dessine en fait un monde où, à la sortie du collège, les gens qui n'arrivent pas à courir après ChatGPT sont mis au revenu universel jusqu'à leur entrée chez Orpea. Vous voyez que cette solution n'est pas plus simple psychologiquement, philosophiquement et moralement que le fait de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Donc on peut conclure de cela que la société n'a pas encore suffisamment réfléchi à ce qu'il faut faire politiquement, éducativement, socialement, face à l'intelligence artificielle, car si l'alternative se résume à un choix entre mettre des circuits intégrés dans nos cerveaux et ceux de nos enfants, et puis mettre au revenu universel à vie une grande partie des travailleurs parce qu'ils ne courent pas assez vite derrière l'intelligence artificielle, nous risquons d'avoir un monde assez triste, assez étriqué. Et en tout cas, pour moi, ce sont plus des dystopies politiques que des solutions politiques souhaitables. C'est pour ça que je pense que chacun d'entre vous doit participer à ce débat politique essentiel et qu'il est suicidaire de ne pas rentrer dans ce monde
Et il est irresponsable de ne pas rentrer dans ce monde, car il faut à la fois se développer grâce à cette technologie et influer sur le discours social et politique nécessaire sur la façon dont nous allons dompter, domestiquer, organiser l'intelligence artificielle. Parce que, franchement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un débat technologique, c'est un débat politique, c'est un débat éducatif, c'est un débat social, c'est un débat philosophique. Juste avant de passer à l'échange des questions avec la salle, peut-être une vision plus humaniste, Oui, plus enfin, optimiste. moi, si vous voulez, quand je regarde, moi je suis un industriel, hein, on a eu quand même beaucoup de révolutions industrielles, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand je regarde ce que font les ouvriers dans les usines de Saint-Gobain par rapport à ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, par rapport à ceux d'il y a 20 ans, par rapport à il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils ne font pas la même chose, il y en a moins, mais il y en a toujours. Et c'est quand même comme l'histoire du pilote dans l'avion, ils sont toujours là, et moi j'ai préféré, et je peux vous dire, dans les usines de Saint-Gobain, heureusement qu'ils sont là. Alors, tout le monde ne s'est pas adapté, mais on s'est adapté. Donc, alors, je pense que les progrès techniques, et j'entends qu'il y a une accélération du progrès technique, et ce qui est nouveau, c'est qu'ils vont plus toucher les autres parties de la population, mais dans le monde industriel, ce qu'on appelait l'école bleue, il y en a déjà eu beaucoup, beaucoup. Donc, pour eux, je ne suis pas sûr que ça va changer de nature. Mais je pense que de la même manière, dans les autres secteurs, moi, je le vois comme une aide, hein, et je pense que ça ne va pas, ça va pas remplacer l'homme. Et donc, à la question qui est de savoir si la question posée, c'est de savoir si l'intelligence artificielle toute seule va être meilleure que l'intelligence artificielle plus l'homme, alors là, je n'hésite pas à répondre une seconde. Hein. Et je pense que la question qu'il va falloir se poser, parce que je pense qu'il y a une accélération effectivement du progrès, c'est quel est le niveau de régulation qu'on met, et là je ne suis pas compétent, mais j'entends ce que dit Laurent, c'est qu'il est urgent de réfléchir à la manière dont on régule, si on peut réguler ces sujets-là. Mais je ne suis pas inquiet sur le fait qu'in fine, c'est quand même... D'abord, l'histoire de dire on va tous être au revenu universel, j'y crois pas une seconde, hein, avant l'ORPA. Donc je pense pas du tout je pense qu'on aura du travail. Il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne fera pas. Hein, donc il va y avoir une reconversion comme il y en a eu, hein, progressive. Et peut-être que elle devient accélérée. Et puis alors quant à l'avenir, je suis convaincu que la place de l'humain restera prépondérante. Non seulement on peut dire que c'est un acte de foi, j'y crois, mais je pense aussi que pour moi, ça fait partie de... C'est pas seulement la foi, c'est aussi, je pense, un acte rationnel que de dire ça de ma part. Donc l'humain avec son irrationalité. Et je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle. Donc maintenant, c'est à vous. Si on peut avoir un micro. Oui, bonsoir Monsieur Alexandre, bonsoir Monsieur Tchalanda. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle comme ChatGPT aura une conscience? Alors vous savez, il y a une étude très très approfondie qui vient de sortir sur ce point, et vous avez raison de poser cette question, qui montre que ChatGPT, dans sa version 4, n'a pas de conscience d'elle-même, même si on a parfois l'impression qu'elle a conscience d'elle-même. Et ce même travail montre que d'un point de vue théorique, il n'est pas impossible qu'une intelligence artificielle ait dans le futur une conscience artificielle, ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre un horizon là-dessus. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle est capable de nous dépasser, même sans conscience artificielle. Donc finalement, notre problème, ce n'est pas tant la question de la conscience artificielle. Le problème, c'est celui de notre marginalisation, si nous n'y prenons pas garde, face à l'intelligence artificielle, dans de nombreux domaines, même si l'intelligence artificielle n'a pas de conscience artificielle. Donc le sujet du moment, c'est de lutter contre ChatGPT malgré son absence de conscience artificielle. Merci. Monsieur Alexandre, dans votre propos, j'ai cru percevoir une contradiction. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle comme
outil technologique, ce qu'il est. Et puis, à la fin, vous avez tout de même dit qu'il était sorti du cerveau de l'humain. Et c'est là qu'est ma question. Trouvez-vous normal qu'on appelle ça intelligence artificielle? J'appellerais ça efficience technologique. Mais en fait, ça a bien été créé par l'humain. Et jusqu'à maintenant, et c'est complémentaire à la question précédente, je ne vois pas, enfin, il n'y a pas beaucoup d'affection dans ChatGPT. Et bien sûr que ça évoluera, bien sûr qu'il faut l'utiliser, mais il y a une mystification sémantique qui fait croire que l'outil technologique de lui-même sera supérieur à l'humain. Simplement, je suis basique et j'aime bien l'histoire. Einstein n'avait pas de ChatGPT pour développer ses théories. Maintenant, elles sont bien reconnues et il nous a bien fait progresser. Merci. Oui, et Jules César n'avait pas l'électricité, ce n'est pas un argument très fort. Alors pour ce qui est de l'empathie, faites attention. Une étude récente vient de sortir dans JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, qui montre que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Donc l'idée selon laquelle l'IA n'est pas capable d'être empathique, de nous comprendre, d'être bienveillante, est une idée fausse. L'intelligence artificielle est en train de nous dépasser en termes de bienveillance. Donc vous voyez, le combat contre l'intelligence artificielle, il n'est pas simple. Et pour être complémentaire de l'intelligence artificielle, il va quand même falloir beaucoup bosser et beaucoup galoper. Vous avez déjà essayé GPT-4 ou pas? Alors vous devriez, et vraiment vous comprendriez à quel point ChatGPT est génial. Moi, je suis ébloui par l'intelligence de ChatGPT. Dans plein de domaines, ChatGPT m'écrabouille. Et pas seulement dans des domaines scientifiques. Donc, vous savez, il faut faire attention. Il faut essayer l'outil pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, ce qui est une révolution. Je vous interromps, parce qu'il y a une autre question dans la salle. Oui, j'avais interrogé ChatGPT 3. Je ne connais pas le 4. Et je lui avais dit, à la suite d'une itération assez longue, mais au fond, ce que vous nous dites sur la réalité, ce n'est pas construit à partir du réel, mais de ce que l'on dit sur le réel. J'avais été frappé de 2 choses. 1, sa capacité à répondre à ma question, et deuxièmement, cette question qui me semble importante, la différence entre le réel, ce qui est indépendamment de nous, et ce que nous en voyons. Alors, la personne qui vous parle ne serait pas vivante s'il y a 20 ans, la rationalité des médecins s'était réduite à la statistique. J'ai eu un cancer de la base de langue, qui est le cancer du fumeur et du buveur. Or, ni je ne fumais, ni je ne buvais, j'étais assez sportif. De sorte que mon médecin généraliste, j'imagine peu à peu par intuition, ne sachant pas, a continué à me faire tout un périple qui à un moment m'a amené à Villejuif, et ensuite le grand patron de l'époque faisait venir tous ses internes pour dire, voilà, lui, il n'était pas dans les statistiques, parce que si j'en étais resté aux statistiques, je serais à un moment tombé sur quelqu'un qui aurait dit, c'est impossible que vous ayez un cancer. Mais je voudrais revenir vous interroger sur une question de fond. Je ne crois en rien que la technique va suppléer l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain ne le veut pas. Comment sinon expliquer que les peuples soient de plus en plus interdépendants économiquement, financièrement, numériquement, et ils se replient humainement? Comment expliquer que nous allons au conflit, aux guerres, alors que rationnellement, les peuples, les communautés humaines devraient, en matière environnementale et autres, coopérer entre eux?
qui me permet de revenir au fond à la question que vous aviez posée au départ. En matière de sciences dures, l'intelligence artificielle puisse nous aider, oui, mais en matière de communauté humaine, les communautés humaines fonctionnent d'abord à la culture. Et la technique ne va, et c'est mon désaccord avec Hariri, c'est-à-dire Hariri dit il y a eu la biologie, il y a la culture, et maintenant c'est le règne de la technique, et c'est l'idée de tous les transhumanistes. Eh bien non, il ne se passe pas ça. Il se passe que les peuples ne fonctionnent pas en disant l'efficacité doit primer sur le bon et le juste. Non. Nous vivons un moment où l'efficacité par la globalisation néolibérale s'autonomise du bon et du juste de l'imaginaire de chaque peuple. Eh bien, les peuples refusent, quitte à régresser dans des régimes autoritaires, quitte à aller sur la guerre. L'humain, les communautés humaines fonctionnent selon un principe de base premier, c'est nous humains, on veut maîtriser notre destin. Et ils sont prêts à aller à la guerre plutôt que de voir n'importe quelle technique ou marché suppléer l'humain dans sa volonté de décider collectivement dans un mélange entre l'émotion, l'intuition, la rationalité, l'intérêt, l'idéologie et la politique. Pierre-André, vous voulez bien répondre? Je suis assez d'accord avec vous, même si malheureusement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle ce que vous dites. Hein, donc, et quand je disais tout à l'heure que un peu la même chose, c'est-à-dire que malheureusement dans le domaine géopolitique aujourd'hui, on est gouverné par l'émotion, je ne le disais pas forcément de façon positive, mais je le disais de façon réaliste. Donc j'espère que la réaction de l'homme face à l'intelligence artificielle sera plus, entre guillemets, intelligente que ce que vous avez dit. Voilà, mais je suis d'accord, ceci étant que in fine, c'est l'humain qui primera. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez parlé d'éducation. Il se trouve que je suis impliqué dans l'ESSEC, l'école où j'avais étudié, et je reprends un peu le motto du directeur général de l'ESSEC que je trouve très, très intéressant. Il dit: qu'est-ce que je cherche à apprendre? Qu'est-ce que vous devez apprendre pendant les 3 ans où vous allez être là? Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, et puis il y a ce qui est encore plus important, qui est le savoir-être. Je ne suis pas convaincu que c'est ChatGPT qui va dépasser l'humain dans le savoir-être. Voilà, alors donc pour moi, ça sera un outil technologique très important, mais je crois, in fine, qu'il faut étudier. Hein, donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais je crois in fine que l'humain trouvera la manière de l'utiliser comme un outil et non pas d'être dépendant dans sa prise de décision par rapport à ces outils technologiques. Une autre question? Un étudiant serait bien. Alors bonjour, je m'appelle Audrey Fila, je suis étudiante à HEIP en master politique et coopération internationale de sécurité et défense. Ma question c'est la suivante. Faudrait-il laisser l'intelligence artificielle contrôler les décisions politiques complexes de grande envergure, comme le pouvoir nucléaire, étant donné qu'elle est la seule vraiment capable de rationalité, puisqu'elle est dénuée d'affect? Alors, elle n'est pas dénuée d'affect, parce qu'elle intègre nos propres affects, puisqu'elle est alimentée par la totalité de la connaissance humaine. Donc, elle a de la testostérone, elle a de l'agressivité, elle a nos affects. Et même, elle a certains de nos bas instincts. C'est pour ça qu'il y a des filtres logiciels faits pour éviter qu'elle devienne raciste, odieuse, sexiste, violente, etc. Donc l'IA a des affects, les nôtres. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intelligence artificielle dans l'organisation du feu nucléaire, pour des raisons évidentes. Donc, donner la responsabilité nucléaire à l'IA n'est pas dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'est de mettre 0 IA dans le déclenchement des missiles nucléaires pour éviter justement que le nucléaire nous échappe.
Une autre question d'un étudiant? Je suis désolé, mais ça répond quand même pas mal au point précédent. Hein. Non, mais moi, je n'ai pas dit que je voulais que l'IA nous vitrifie. Hein. J'ai juste dit que d'être en déni sur l'IA et de penser que l'IA ne galope pas ne va pas rendre service aux gens. On est d'accord. C'est juste ça que j'ai dit. On est d'accord. Allez juste sur GPT-4, comme je vous ai conseillé, vous allez voir un peu à quel point GPT-4 est déjà intelligente. Donc, il ne faut pas être en déni par rapport à ces sujets-là. Mais je n'ai pas dit qu'il faut qu'on se laisse zigouiller par l'IA. Étant moi-même possesseur d'un cerveau biologique, je suis plutôt du côté des humains que du côté du silicium et de l'IA. Bon, ça nous rassure. On va prendre une autre question. Bonsoir, Sandrine Simon de Bessac, donc je suis d'HEIP. Je suis aussi un ancien avocat et donc un professeur engagé. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup Predictis Doctrine et j'utilise ChatGPT 3. J'ai été très... 3, oui, pardon. Mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et ils le font très bien aussi et on veille aussi à ce qu'ils le fassent intelligemment. Votre propos m'a interpellée parce que je crois, comme vous, qu'il y a la nécessité effectivement que nos jeunes se forment à des outils, je dis bien des outils, qui sont nécessaires en fait pour pouvoir construire un monde qui est en train de changer de paradigme. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Par contre, je trouve votre vision dichotomique, c'est-à-dire extrêmement orienté sur le fait d'avoir une approche où, hors ChatGPT, hors les nouvelles technologies, hors l'IA, finalement, en fait, il ne reste assez peu de choses pour l'humain. Ce que je veux dire derrière, je finis juste, pardon, ça va être très court. Ce que je veux dire, c'est que je milite, on l'a entendu hier également, en fait, pour les humanités, pour la culture, pour les arts, pour redonner, en fait, à nos jeunes, en fait, y compris dans des approches professionnalisantes, une démarche en fait qui maintient ce qui fait pour moi la caractéristique essentielle de l'humain. Alors autant je crois au fait d'utiliser des outils, mais je ne veux pas qu'ils deviennent les outils de nos outils. Alors, nous n'avons pas eu le temps de développer les problèmes éducatifs. Je crois que l'IA va nous dépasser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'il faut donner à nos jeunes une formation principalement basée sur les humanités et non pas sur la technologie. Avec ma femme, qui est comme moi une bonne connaisseuse de l'intelligence artificielle, l'éducation que nous avons donnée à nos enfants tient en 3 points. Culture générale et culture générale. Au minimum 3 livres par semaine, au format numérique certes, mais quand même. The Economist à partir de 8 ans. Formation historique, formation juridique, formation multidisciplinaire. Face à l'IA, qui va devenir très puissante, la bonne solution, c'est de former nos gamins à la culture générale transversale et aux humanités. Et je pense que Charles de Gaulle, en 1934, dans Vers l'armée de métier, avait été totalement prémonitoire quand il avait dit « L'école du commandement, c'est la culture générale ». C'était vrai en 1934, c'est encore plus vrai en 2023 face à l'intelligence artificielle. Pour, à titre individuel, ne pas être dépassé par une IA qui galope, la culture générale transversale, c'est la vraie solution pour nous et pour nos enfants. Merci pour cette ordonnance, docteur Alexandre. Et merci à vous tous. Nous devons malheureusement achever cette discussion. Merci à nos 2 intervenants.